Bonjour à tous, bienvenue à Médias en scène, le festival des médias de demain organisé par Les Échos et France Info. On est très heureux, c'est notre 3e édition. Peut-être certains d'entre vous ont déjà suivi ce matin des débats sur le futur des médias. On va poursuivre cette journée avec une conférence dédiée à l'évolution du paysage télévisuel. Alors 2020, ça a été l'année de la SVOD, ces plateformes de vidéo à la demande par abonnement, Netflix, Disney, on les connaît par cœur. Elles déferlent un peu partout dans le monde, y compris en France. Alors la SVOD peut-elle s'imposer face à la télé traditionnelle ? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre. Et pour ça, j'ai le plaisir de recevoir le gratin de la télévision française avec Gilles Pélisson, le président du directoire de TF1, Maxime Saada, le président du directoire du groupe Canal+, Nicolas de Taverneau, le président du directoire d'M6, Delphine Ernotte, la présidente de France Télévisions, et Bruno Patino, le président d'Arte France. Bienvenue à tous. Merci d'être là. Merci de prendre du temps pour débattre de ces questions fondamentales. Alors, je vais peut-être commencer avec vous, Gilles Pélisson. Je viens de le dire, l'année a été marquée par la multiplication des plateformes de SVOD, essentiellement américaines, j'ai envie de vous dire. Quel regard vous portez sur l'évolution de ce paysage télévisuel, puisqu'on voit que le streaming s'impose de plus en plus, le streaming sous toutes ses formes, pas simplement la vidéo à la demande, pas l'abonnement, mais impose de plus en plus ses usages face à la télévision traditionnelle. Quel regard vous portez sur ça, Gilles Pélisson, au sein du groupe TF1 ? Écoutez, je pense que tous autant qu'on est, on est en train de prendre la mesure de la façon dont à la fois la SVOD dont vous parliez et la télévision doivent apprendre à cohabiter ensemble. Et les usages de nos concitoyens montrent que désormais, effectivement, on est là devant la télévision pour tout ce qu'elle peut représenter d'événementiel, de nouvelles, etc. Et puis, on a appris aussi à consommer les uns et les autres avec ces replays, des contenus, au moment où l'on veut, que ce soit le jour de la semaine, le jour du week-end ou l'heure de la journée. Ce que moi, je voudrais rappeler, c'est que la télévision, elle a aujourd'hui 3 grands atouts, et que tous ceux qui prévoyaient la mort de la télévision, et notamment Reed Hastings au niveau de Netflix, sont un peu quand même démentis par le fait que d'abord les Français n'ont jamais regardé autant la télévision. Deuxième semaine de novembre, on est à plus de 40 minutes par rapport à l'an dernier. Alors il y a encore l'effet un peu confinement, mais je crois que globalement, cette notion de lien social, de création de valeur entre les citoyens et la façon dont on peut les rassembler est fondamentale, et notamment la création dans notre pays. Je rappelle qu'on est déjà tous ensemble porteurs de la filière de l'audiovisuel, et ça, c'est fondamental. Deuxièmement, la télévision, elle est puissante. Aujourd'hui, on n'a jamais vu, on a tous des groupes d'informations. Dans les informations, on est plutôt leader sur 13h et 20h. On n'a jamais vu autant de monde regarder la télévision. Donc on est à 6 millions, 7 millions, 8 millions. Les émissions de divertissement, Koh-Lanta et compagnie, font des choses extraordinaires en termes de score. Donc cette notion de puissance, elle est tout à fait réelle. On crée des emplois, parce que quand on fait 2 feuilletons quotidiens à 7 et en Camargue, on a créé 550 emplois. Donc c'est quelque part aussi une façon d'améliorer, d'approvisionner la filière et de donner à des jeunes Français des possibilités de se lancer dans le métier. Et puis la télévision, c'est moderne. C'est-à-dire que c'est plus la télévision de nos grands-parents où on n'a que du linéaire. On a une télévision avec des replays. On a tous des plateformes de replay qui sont très performantes, qui ont été évidemment inspirées des plateformes de SVOD. On vient de créer ensemble avec le service public et avec M6 Salto, qui est une nouvelle forme de plateforme à la française avec le meilleur des contenus français et un catalogue. La seule chose, c'est que par rapport aux plateformes américaines et à ces grands acteurs, moi je dirais il y a une notion un peu de fair play, comme dans le football, puisqu'on aime tous le football autour de cette table, la notion du fair play financier que les grands clubs de football avaient introduit. C'est-à-dire quand vous avez des gens qui ont des actionnaires avec des poches très très profondes, à un moment vous êtes obligé de rétablir les règles du jeu. Donc bonne nouvelle, l'État, le gouvernement se sont lancés dans l'idée de faire participer ces plateformes SVOD à la création française, et ça on peut tous s'en féliciter, nous notamment puisqu'on a un groupe avec Newen de production, mais tout ça, ça doit se faire dans un équilibre de jeu,
puisqu'on sait bien que ces groupes-là, on parle souvent des 15 milliards de dollars que Netflix, ou je crois qu'on est même à 18 milliards de dollars maintenant, que Netflix peut investir mondialement dans la production, nos groupes sont incapables de faire ça. Donc à un moment, quand on vient sur le territoire français, si on peut se féliciter qu'il y aura 100, 200, 300 millions supplémentaires pour les producteurs, et ça on va s'en féliciter pour la filière création française, attention à ce qu'un principe d'équité, de préserver les chances des acteurs historiques, soit bien pris en compte. Et c'est ça ce qui nous fait peur aujourd'hui, c'est qu'il y ait, entre guillemets, dans les premiers éléments qu'on a vu arriver du décret, rien n'est définitif, mais on est un peu en alerte en se disant, si c'est pour les favoriser avec des fenêtres sur lesquelles, par exemple, ils viendraient sur nos fenêtres pour le cinéma, c'est pas tout à fait ce qu'on souhaitait. Et à un moment, comme ils ont des poches plus profondes que les nôtres, c'est quand même dangereux. Je finirai par dire qu'on peut ne pas voir aussi les choses totalement noires ou totalement blanches, c'est-à-dire que par rapport aux plateformes, oui, il y a évidemment compétition, mais il y a aussi partenariat. Et ce que nous défendons, et je pense qu'on est en train de le vivre les uns et les autres, c'est qu'on peut faire des partenariats avec Netflix, avec Amazon Prime, avec Apple, sur des choses où on va coproduire des choses ensemble, ils nous rachèteront des droits. On est maintenant dans une compétition des plateformes, et donc les acteurs que nous sommes, même si on est beaucoup, beaucoup plus petits qu'eux, sur le territoire français, sur des contenus francophones, on peut lier des liens. Donc l'idée, c'est pas forcément d'être là dans une opposition frontale, mais c'est aussi de dire on peut faire des choses intelligentes. On l'a fait sur le Bazar de la Charité il y a maintenant 1 an, on a beaucoup de projets ensemble. Donc je veux dire, c'est plutôt ça qui, moi, m'intéresse quand on se projette sur le futur. Nicolas Taverneau, vous présidez le 2e groupe télévisuel privé en France. Vous partagez ce regard sur les atouts des chaînes gratuites face aux plateformes SVOD. Oui, il y a un déséquilibre réglementaire. Exact. La télévision généraliste, on le voit aujourd'hui avec 3/4 d'heure d'audience en plus tous les jours, se porte bien vu du téléspectateur. Et imaginez un monde sans chaîne de télévision généraliste, accès gratuit. Ben, vous n'auriez pas de foot, parce qu'il faudrait payer pour avoir du foot, et encore, même quand on paye, on n'est pas sûr d'avoir. Vous n'auriez pas l'équipe de France de football, vous n'auriez pas l'Euro, gratuitement chez vous. Les Jeux Olympiques. Gratuitement sur tout le territoire français. Je rappelle que nous sommes obligés de couvrir l'intégralité du territoire français. Vous n'auriez pas d'informations, vous auriez probablement un peu de fake news sur les réseaux, mais vous n'auriez pas d'informations diverses, pluralistes, comme tous nos journaux d'information l'ont montré, notamment pendant cette crise du Covid. Vous n'auriez pas des grands événements rassembleurs, comme on peut le faire sur nos antennes avec, je ne sais pas quoi, La Moi dans le Pré, Incroyable Talent, etc., qui fédèrent des audiences considérables. Donc il n'est pas possible qu'il y ait un monde sans télévision à accès gratuit. Ça, ce n'est pas possible, et les Français le souhaitent. Nous avons tout à fait les moyens en nous adaptant au goût des Français, en ayant cet instant de rassemblement, cette accessibilité, ces engagements pour la production et la diversité de la production. Donc nous avons beaucoup d'atouts à faire valoir. Ce que nous demandons, c'est une égalité de traitement, ni plus ni moins, une égalité de traitement qui n'a pas lieu aujourd'hui. Je rappelle qu'il y a 1 an, les mêmes demandaient et avait entendu avec intérêt et optimisme la parole du ministre de l'Éducation de l'époque, comme quoi nous allions avoir un équilibre avec les plateformes, nous allions récupérer nos droits que nous n'avions pas, nous allons pouvoir développer de l'activité de production dans des bonnes conditions. Force est de constater que rien n'a bougé aujourd'hui, un petit peu dans le mauvais sens, avec la remise en cause de la chronologie des médias, une définition des œuvres qui a été modifié spécialement pour les plateformes. C'est un peu comme si on faisait un code de la route pour Toyota, vous voyez. Bon, pour reprendre une comparaison de Maxime. Et donc, nous demandons rien d'autre que nous ayons des règles équivalentes qui ne nous pénalisent pas. Et aujourd'hui, nous ne le constatons pas et nous avons un certain nombre de menaces pour ça. Il faut regarder, quand on rentrera dans le détail, les plateformes dont les projets obtiennent qu'ils aient une définition sur mesure de ce qu'ils produisent, obtiennent des droits sur mesure de ce qu'ils produisent et vont pouvoir, avec leurs filiales, produire en Europe, des filiales de sociétés américaines, ce qui nous est rigoureusement interdit. Si je mets 1% dans une société de production, elle ne rentre pas dans mes obligations.
Donc, on demande à ce qu'au moment où on prend ces décisions, il faut bien mesurer les conséquences que ça a. Elles vont être très fortes, extrêmement fortes. Et il ne faudrait pas que, pour absolument afficher un accord avec les GAFAN, pour leur dire, regardez, on les oblige à produire français, etc., finalement, on s'aperçoit 20 ans après qu'on leur a fait une définition sur mesure qui a déstabilisé l'ensemble du système. Donc nous demandons des règles adaptées, récupérer nos droits, que nous puissions fournir nos plateformes comme Salto, où nous avons pris l'initiative. Aujourd'hui, quand vous savez qu'on est obligé de racheter les droits SVOD de produits que nous avons intégralement financés, alors que les plateformes, elles, ont les droits SVOD dans ce qu'elles, par définition, de ce qu'elles achètent, ça ne marche pas. Enfin, dernière chose qui est importante, en tous les cas pour les chaînes comme TF1, M6, W9, etc., la publicité est indispensable. Nous n'aurions pas d'accès gratuit à beaucoup d'événements, j'en ai dit un certain nombre, notamment dans le sport ou l'information, si nous n'avions pas accès à la publicité. Le secteur public, lui, a la redevance. La publicité, c'est l'argent de poche de Delphine. Voilà. Et donc, pour nous, c'est pas l'argent de poche, c'est la seule ressource que nous ayons. Aujourd'hui, on entend dire beaucoup de choses sur la publicité, et notamment qu'il faut mieux la réguler, mieux l'encadrer, etc. Nous sommes tout à fait d'accord pour prendre des engagements dans ce sens-là. Encore faut-il qu'on ne nous retire pas ce qui fait l'essence même et le pivot du financement de ce que nous proposons à tous les Français qui sont de plus en plus nombreux à le regarder. Alors, les aspects réglementaires, on va en parler, on va rentrer un peu plus dans le détail, puisqu'il y a une réforme qui est en cours sur la réglementation audiovisuelle. Peut-être Delphine Ernotte, pour poursuivre sur les groupes de télévision gratuite, le service public, comment peut-il organiser la riposte, s'adapter par rapport à ces nouveaux entrants, comme on dit, Netflix, Disney+, dont on a quand même un peu l'impression qu'ils dictent leurs lois au niveau des usages futurs de la télévision? Alors, ce que je voudrais commencer par dire, c'est que la période que nous vivons en ce moment, de rupture de liens sociaux, de confinement partiel, certes, mais de confinement quand même, ça nous rappelle une chose, c'est que les grandes avancées, les grands succès reposent toujours sur, au fond, la réponse à un besoin humain fondamental. Je crois que les plateformes comme Netflix, Amazon, enfin toutes, répondent à un besoin qui est, je pense, le besoin d'évasion, le besoin d'imaginaire, le besoin qu'on vous raconte des histoires. Et je pense que de ce point de vue-là, c'est pour nous aussi une source d'inspiration, ça nous oblige à nous repenser. Et quand on le fait d'ailleurs, on voit que ça répond bien du côté de nos publics. Sur le service public, récemment, on a sur France 2, notre première chaîne, une nouvelle case de fiction le lundi qui justement explore des genres assez différents, que ce soit des fictions sociétales, des séries sociétales comme le très beau Laetitia, qui était tiré du fait divers et du livre d'Yvan Jablonka, ou encore le De Gaulle, qui est une série historique. Et on voit que finalement, la concurrence des plateformes, elle nous a aidés à nous remettre en question, à redéfinir ce qu'on entendait par imaginaire commun sur la télévision publique. Mais au-delà de cet imaginaire, dans les besoins fondamentaux, ce qui explique d'ailleurs le succès en ce moment des télévisions au sens large, c'est ce besoin d'être ensemble, en fait, qui se matérialise quand on regarde l'information, que ce soit dans nos éditions ou les chaînes d'information, qui se matérialise, comme le dit Nicolas, dans les grands rendez-vous sportifs, où on vibre finalement, on vit ensemble en tant que nation un très grand moment de sport, qui se vit aussi de manière peut-être plus prosaïque, mais tout aussi importante, quand on sait qu'en France, il y a encore 10 millions de gens qui vivent seuls. Quand on a rendez-vous avec son animateur tous les jours à une certaine heure, et d'ailleurs quand on écoute nos téléspectateurs parler de ces rendez-vous, on a presque l'impression parfois que les incarnants font partie de leur famille. Donc ce lien humain, ce rendez-vous qui fait que, au fond, peut-être que vous vivez seul, peut-être que la vie est difficile, mais il y a quelqu'un dans votre agenda aujourd'hui. Ça, c'est fondamental. Et ça, c'est ce que la télévision, par définition, remplit, ce besoin d'accompagnement quotidien, permanent, qui fait qu'on a sur le service public 30 millions de gens tous les jours qui nous regardent, qui ont rendez-vous en fait avec quelqu'un sur le service public. Et le dernier point qui est très important dans les besoins fondamentaux,
c'est que les gens, ils ont besoin qu'on leur parle d'eux. Chacun a besoin qu'on lui parle de soi. Et parler de soi, ça veut dire être capable d'être très en proximité par rapport à ce que vous vivez. C'est en tout cas ce que nous disent les téléspectateurs. Ils attendent plus de diversité dans une meilleure mise à l'antenne de ce qui se passe pas loin de chez eux. Alors ça ne veut pas dire pour autant qu'ils ne sont pas intéressés par les élections américaines, mais ils ont aussi besoin qu'on leur parle de ce qui se passe autour d'eux, qu'ils vivent dans une métropole, dans une banlieue, dans une zone rurale, que ça se passe outre-mer ou dans l'Hexagone. Donc cette forme de diversité géographique est très importante. Il y a aussi un besoin de diversité de représentation telle que la société est. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai engagé mon groupe dans une vraie transformation sur cette question de la représentation, pas de la diversité, mais au fond de la représentation de la normalité, parce que les gens ont besoin de se voir. Voilà. Quand on est une petite fille noire, on a besoin de voir à la télévision des modèles sur qui je pourrais me calquer, me représenter, me projeter, me dire ben voilà, pour elle c'est possible. Elle est médecin à l'hôpital public, donc moi qui ai envie d'être médecin, eh ben voilà, je me vois, donc je peux me projeter là-dedans. Voilà, donc ce besoin de je parle de moi et la télévision parle de soi, ça c'est quelque chose qui est très propre à la télévision, qui demande une connaissance très fine, une présence sur le terrain, une connaissance très fine de la culture de chaque pays. Et c'est quand même pour moi, de mon point de vue, un atout, si on arrive à le renforcer, considérable des chaînes de télévision. Donc entre l'imaginaire, le nouvel imaginaire, si je puis dire, le besoin de vibrer tous ensemble et j'ai besoin qu'on me parle de moi, je pense qu'il y a sur ces trois axes-là énormément à progresser pour les télévisions. Après, ce que je voudrais dire aussi, c'est que on se retrouve à intervalles réguliers, on a l'impression qu'on est des institutions, presque. La télévision publique a de longues années derrière elle, TF1, M6, Canal aussi. On peut mourir demain. Enfin, je le dis parce qu'on a toujours l'impression que ces entreprises avec lesquelles on a toujours vécu peuvent durer et durer. Moi, je parle des services publics. Il y a des services publics en Europe qui se sont écroulés en quelques années. Et au travers de ça, alors vous allez me dire, est-ce que c'est si grave? Après tout, il y a les chaînes privées. Oui, sauf que souvent, les services publics sont un des poumons, pas le seul bien entendu, mais un des poumons de tout cet écosystème. Et là où je veux en venir finalement, c'est que à la fin, notre métier, c'est parfois de l'art, bien souvent de l'artisanat, et que ça repose au fond sur des talents. Et dans cette concurrence, moi je pense que le plus important, c'est qu'on ne perde pas la guerre des talents et que tout l'écosystème régulatoire, législatif permette aux acteurs qui les font vivre depuis des années de toujours pouvoir continuer à faire émerger de nouveaux talents, à travailler avec les talents qui sont là. Et ça, c'est une vraie menace. C'est une vraie menace qu'on voit que ces grands acteurs SVOD, ils les prennent, les talents. Il se trouve qu'on discutait hier tous les deux avec Bruno. On se disait, mais Shonda Rhimes, qui est une showrunneuse américaine géniale, qui est sous contrat sur Netflix depuis 2 ans, qu'est-ce qu'elle a fait ces 2 dernières années? Voilà. Il ne faudrait pas qu'en France, par bonnes intentions, finalement, tous ces grands talents soient presque privatisés au profit des plateformes étrangères. Voilà, c'est ça mon point. Il y en a d'autres, bien entendu, mais je pense que la question des talents et de la privation, enfin de s'accaparer les talents est un sujet majeur pour les années qui viennent. Merci Delphine. Alors Bruno Patuneau, Delphine le disait à l'instant, le monde télévisuel, et on le voit bien aujourd'hui, l'avenir est aux gros acteurs dans le payant. Il se trouve que Arte, c'est un petit acteur dans la télévision gratuite. Alors, quel est votre avenir, finalement, dans cet univers? Ouais, c'est une question qui n'est pas simple, mais qui est bonne. Je voulais juste rappeler, évidemment, mon accord avec ce qui vient d'être dit et sur les fonctions de la télévision et du service public. C'est-à-dire, comme l'a dit Delphine, à la fois la synchronicité sociale, enfin pour nous tous ici, la télé-miroir aussi, et puis quand même aussi la participation à la constitution d'un espace public, d'un débat public
qui échappent au mécanisme de polarisation. Après, pour répondre à votre question, je pense deux petites choses quand même. La première, c'est que vous avez dit l'année 2020, c'est l'année de la SVOD, mais c'est aussi l'année de l'AVOD. Et en fait, quand on regarde ce qui émerge vraiment très fortement en 2020, c'est la plateformisation gratuite. C'est-à-dire qu'en gros, ce qui apparaît, c'est qu'il y a quand même un mécanisme de plateformisation générale qui n'est pas réservé aux payants et qui est donc déstabilisateur possible aussi de l'ensemble de l'écosystème. La deuxième chose, c'est que on voit aujourd'hui que la règle habituelle, c'est-à-dire que les usages s'ajoutent et les usages sont complètement complémentaires entre la télé, effectivement, la plateforme et autres. Ce sont des usages qui s'ajoutent et chacun d'entre nous et nos téléspectateurs, on veut les deux. Et si un jour il y aura un troisième usage, on veut les trois. Et comme d'habitude, la superposition des usages, elle produit une très forte tension sur les modèles économiques. Et donc, les usages s'ajoutent, les modèles économiques ont tendance à se détruire. Ce qui est très compliqué aujourd'hui, je trouve, pour reprendre un peu, peut-être pour votre surprise, ce qui est dit au contraire de la réglementation, c'est qu'il faut faire attention à ce que les télévisions ne soient pas enfermées dans l'ancien usage. Par la réglementation, hein, je ne dis pas du tout par leur volonté. Mais je pense qu'aujourd'hui, être au service des publics, c'est être au service des usages des publics. Les publics veulent tous les usages. Il faut qu'on soit, nous, en mesure de pouvoir répondre à tous ces usages. D'autant plus, troisième petit point, c'est que je pense que l'année 2020 montre aussi que les usages maintenant commencent à être sur tous les outils, sur tous les devices, comme on dit. C'est-à-dire que l'explosion de la plateforme sur le téléviseur est un phénomène très notable en 2019, encore plus notable en 2020 et à mon avis majoritaire en 2021. Et donc, autrefois on pouvait dire à chaque usage son outil. Aujourd'hui, ce n'est pas vrai. Tous les outils sont multi-usages et on voit que ça se croise. Donc, pour répondre à votre question, est-ce qu'un petit acteur gratuit est condamné dans ce monde où les grandes plateformes mondiales payantes sont en train de dominer ? Je ne le crois pas. Une chance, d'une part, c'est que nous sommes effectivement un modèle public, et donc le modèle public financé par la redevance, donc financé par la collectivité en réalité. On a cette chance-là, mais aussi cette responsabilité-là. La chance, c'est d'être financé par tous. La responsabilité, donc, c'est de pouvoir atteindre tout le monde à notre taille. Hein, nous ne sommes qu'Arte. Et donc, on peut avoir une politique plus ubiquitaire que d'autres groupes qui, eux, sont structurés autour d'un modèle de financement qui est différent. Ce n'est pas une question d'approche, j'allais dire, d'analyse. C'est simplement que le mode de financement étant différent, du coup, la stratégie peut être différente par rapport à ça. Donc, vous êtes un petit acteur, vous pouvez vous permettre d'être ubiquitaire et donc, d'une certaine façon, d'être distribué par beaucoup et ne pas vous concentrer uniquement sur votre outil de distribution. Là, donc, je pense qu'on a cette chance-là. L'autre chance aussi, c'est que je crois vraiment, vraiment fortement qu'en ce moment, on a dans la plateformisation que des stratégies de puissance. Moi, je crois vraiment à l'arrivée des stratégies affinitaires. C'est-à-dire que je pense qu'il va y avoir une cohabitation de plusieurs offres d'AVOD et de SVOD, certaines qui seront les plus puissantes possibles avec l'offre la plus large possible, et puis d'autres qui essaieront de déployer leur petite musique et une contextualisation éditoriale extrêmement forte. Et donc cette pertinence éditoriale, pour moi, c'est la façon dont Arte peut s'en sortir, si vous voulez, dans ce monde-là, c'est-à-dire essayer effectivement de répondre à tous les usages possibles, être ubiquitaire et être de plus en plus identifiable de façon éditoriale. Et notre position à nous, elle est à la fois chaîne culturelle et européenne, et donc c'est de ne pas sortir de ces rails-là, mais au contraire d'essayer d'être de plus en plus pertinent dans ces rails-là, mais en ayant effectivement une sorte de bouquet de propositions éditoriales qui sont la chaîne, la plateforme et puis les autres expressions sociales sur le net, les trois étant complémentaires et les trois devant se nourrir l'un l'autre. Il n'y en a pas une qui remplace l'autre, c'est vraiment trois dynamiques, j'allais dire, parallèles et qui doivent être déployées. Alors Maxime Saada, vous êtes le seul acteur de la télévision payante ici présent, vous êtes directement concerné. Non, il y a aussi Salto et TF1 M6, il faut payer pour avoir les chaînes maintenant. Les chaînes TF1 M6 sont accessibles gratuitement au grand public, donc elles ne sont pas considérées comme des chaînes payantes, Maxime. Canal+, finalement, c'est peut-être la chaîne de télévision française qui est le plus inquiétée par la montée en puissance de ces plateformes, et notamment Netflix, qui, je le rappelle, a ravi la place de leader de la télé payante en France à Canal. Est-ce qu'il y a
la place pour 2 acteurs sur ce marché de la télévision payante en France? Alors, je ne suis pas du tout d'accord avec ce que vous avez dit. D'abord, ils ne nous ont pas ravi la place de premier acteur de la télévision payante. On est aux Échos. On parle de revenus, chiffre d'affaires. En abonnés, en tout quand même cas, Netflix a dépassé Canal+ en abonnés. C'est sûr que si Canal était à 5 €, on aurait peut-être plus d'abonnés qu'aujourd'hui. Donc, je crois que ce n'est pas tout à fait le cas. Je voulais t'en parler. Voilà. La deuxième chose, c'est que je ne crois pas que ce soit Canal, en fait, le premier menacé par Netflix. Je ne crois pas. Parce que comme l'a dit Hastings lui-même quand il disait, de manière un peu provocante, que son premier concurrent, c'était Fortnite et YouTube, il n'avait pas tout à fait tort. Il y a un sujet évidemment d'argent, de portefeuille, de pouvoir d'achat, mais il y a un sujet qui est presque plus important, qui est le sujet du temps disponible. Et que le temps qu'on passe en fait à regarder Netflix, on ne le passe pas à regarder les télévisions traditionnelles, pour reprendre votre vocable. Donc je pense que c'est un sujet qui nous touche tous, et qui potentiellement touche encore plus les chaînes gratuites que les chaînes payantes, à mon avis, parce que nous, on est protégés quelque part par cette fidélité avec un modèle d'abonnement qui a quand même fait ses preuves, y compris quand on donnait la mort de Canal à plusieurs reprises dans son histoire, et on a montré qu'on savait surmonter des crises grâce à ce modèle. Donc je pense que c'est un sujet qui nous touche tous. Je me souviens d'une époque, Gilles n'était pas encore chez TF1, où j'avais moi été voir les gens de TF1 en disant on a un problème, Netflix arrive, on m'avait dit mais non, mais Netflix, de toute façon, tout ce qu'ils font, c'est des séries feuilletonnantes, ils font pas des séries comme on a sur TF1, donc le sujet, il est surtout pour vous. Je pense que depuis l'arrivée de Gilles, l'opinion a pas mal changé, et le comportement entre guillemets de TF1 a montré qu'ils avaient quand même compris qu'il y avait des évolutions à apporter. Donc je ne crois pas ça. Moi par ailleurs, je suis très positif sur les plateformes, très honnêtement. C'est même pas de l'hypocrisie. D'abord, on les a pas attendus pour lancer le digital. Vous disiez tout à l'heure, vous vous êtes réinventé avec les plateformes. Arte, je dois rendre à Arte, était le premier il y a plus de 10 ans à lancer le replay, la catch-up. Nous, Canal, c'était quelques semaines après. MyCanal, ça a presque 10 ans. Il y a eu un phénomène d'accélération, il y a eu un phénomène, comme le disait Delphine, de stimulation. Et ça, je trouve ça très positif finalement, d'émulation quelque part. Ça nous oblige effectivement à accélérer. Et en réalité, c'est ça, c'est un accélérateur. Accessoirement, ils amènent des contenus qui sont de qualité. C'est pour ça que ça marche aussi. Voilà, moi, il m'arrive, comme vous le savez, de regarder Netflix. Là, Le Jeu de la Dame, c'est fantastique. Cuarón, Scorsese financé par Netflix, génial. Donc évidemment, il y a de la valeur ajoutée. Donc c'est normal. Donc on a des contenus, on est content. Donc moi, je n'ai pas de sujet. Et comme vous le savez, on coproduit avec eux, avec tous. On a des coproductions avec Netflix, avec Amazon depuis longtemps, avec Apple et avec Disney. Donc en fait, on travaille avec tout le monde et on les distribue. Donc nous, on n'a pas de sujet, c'est un accélérateur aussi. On est ravis d'accueillir Netflix ou Disney+ dans nos offres parce que c'est un élément qui vient enrichir la proposition de Canal auprès de ses abonnés. Donc tout ça est très positif. Le vrai sujet, il y en a 2 pour moi. Un, c'est comme le disait Nicolas, la question de la vitesse. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on a tous compris ce qui allait se passer, sauf à un moment donné l'État. Et donc on a un enjeu qui est d'aller vite, en fait. Voilà. Parce que, je l'ai déjà dit, mais Canal Play, les mauvaises décisions, entre guillemets, du Conseil de la concurrence à l'époque, ont fait que Canal Play a disparu en 1 an face à Netflix. Et moi, je passais mon temps à dire, mais vous savez, ils vont arriver. Non, mais attendez, c'est rien, c'est pas important, etc. Et je passe même l'époque où on avait acheté TPS et on nous expliquait à la concurrence que la télévision sur ADSL n'existait pas et que c'était embryonnaire. Donc il y a un vrai sujet de vitesse, de comprendre, comme le dit Delphine, tout ça, ça peut disparaître assez vite. Et donc il faut aller vite. Je crois même que c'était la première édition de Média en scène qu'on a dit qu'il y avait un sujet sur les droits audiovisuels, que quand on finance une série, on n'en a pas les droits et qu'on ne peut pas l'exporter. Voilà. Nous, c'est un vrai point bloquant aujourd'hui. On est dans 40 pays. On ne peut pas exporter les séries qu'on finance parfois à 100%. Donc c'est un énorme sujet. Et quand on dit on veut, en gros, un level playing field, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on veut les mêmes règles que les Américains, ça ne veut pas dire qu'il faut durcir la réglementation pour les Américains. C'est pas ça qu'on souhaite en réalité. Ce qu'on souhaite, c'est plutôt alléger le fonctionnement de notre environnement pour qu'on puisse nous aussi être créatifs, être libérés et faire un certain nombre de choses et concourir de manière efficace face à eux. Donc le premier sujet, c'est ça, c'est la vitesse. Le deuxième sujet, c'est la souveraineté. Pour moi, il y a un vrai sujet, il y a une vraie question autour de la souveraineté. Delphine parlait des talents, de l'environnement, on a une chance folle. En Europe, nous, on est convaincus à Canal et à Vivendi d'ailleurs, que la culture européenne, les cultures européennes sont les seules qui peuvent franchement rivaliser au plan mondial face à la culture américaine qui a quand même, au cours des dernières années, renforcé son hégémonie grâce aux plateformes. La culture française, italienne, espagnole, européenne, les talents, les histoires, les lieux, les cultures, c'est incroyable la richesse de ce qu'on a. Et on a vraiment le tissu, surtout en France, de créatifs, des auteurs aux réalisateurs, aux talents, aux acteurs, etc. et aux actrices. C'est incroyable ce qu'on a. Donc on a tout ce qu'il faut pour réussir. Le sujet,
c'est quand on fait, comme aujourd'hui, la transposition SMA et qu'on demande aux Américains de venir financer la création, quand on voit qu'on a un tissu industriel, des producteurs en France qui est complètement fragmenté, et que donc des Américains commencent à vouloir investir, voire ils le font, dans des sociétés de production, le sujet, c'est qui va financer la culture française? Est-ce que ce sont exclusivement ou essentiellement des Américains ou des étrangers? Parce qu'après les Américains, je le dis depuis des années, il y aura les Chinois, on le sait, qui vont arriver derrière. Ou est-ce que les acteurs qui sont là autour de la table seront là pour continuer à assurer la souveraineté? Parce qu'il y a le sujet du financement, c'est important, et il y a le sujet du rayonnement de la culture française. Aucun de ces acteurs n'a pour vocation, et on ne peut pas leur en vouloir, de faire rayonner la culture française. Ce n'est pas leur sujet. Voilà, donc pour moi, ce sont les deux sujets, vitesse et souveraineté. Alors, ce point de la réglementation, de l'adaptation de la réglementation française, effectivement, c'est un point crucial. Vous en avez tous plus ou moins parlé. Ce qu'il faut dire à les spectateurs qui nous regardent, tout le monde n'est pas forcément spécialiste, c'est qu'il y a un projet de décret aujourd'hui qui est préparé par le ministère de la Culture, qu'on appelle le décret SMAD, comme vous l'avez dit, et qui prévoit la contribution de ces plateformes Netflix, Disney, etc., à une contribution financière à la création audiovisuelle française, comme le font aujourd'hui toutes les chaînes de télévision françaises, et c'est dans leurs obligations. Alors, sur ce point, Nicolas, je crois que vous vouliez réagir par rapport à ce que disait oui, Maxime. Quels sont les manquements? Maxime disait l'État n'a pas compris. L'État n'a pas compris la problématique du secteur audiovisuel en France. Est-ce qu'on peut prendre un ou deux points du décret qui est aujourd'hui en consultation, hein? Ça devrait être une bonne nouvelle à la base, puisqu'il s'agissait de rééquilibrer les règles du jeu entre les anciens et les nouveaux entrants de la télé. Mais les modalités du décret, manifestement, ne sont pas les bonnes. J'aimerais bien vous entendre là-dessus. Oui, pour prolonger ce que disait Maxime, il faut être très attentif qu'en Europe, on n'est pas tout seul. Et qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de productions européennes qui sont en train de se faire et la France perd de l'influence. Je vais vous donner un exemple. La Turquie, un pays qu'on pense spontanément comme un producteur incroyable. Les plus gros succès en Espagne aujourd'hui, ce sont des fictions turques. Voilà. Et Mourer, qui est une fiction turque, extrêmement bien produite. Et je vais vous dire, ils ont compris les Turcs. Hein. Bon, ils exportent de la production. D'abord, ils ont exporté dans les pays de l'Est et maintenant, ils exportent en Europe de l'Ouest. Donc, je prends cet exemple parce qu'il est un peu caricatural, mais si on n'est pas attentif, les Espagnols, sans parler des Anglais, les Allemands, etc., vont commencer à avoir beaucoup de production. Nous, il y a une règle simple, mais qu'on a eu, moi j'ai l'avantage d'être un peu le plus ancien ici, que ça fait des années, et on n'a pas attendu les plateformes pour leur demander, qui était les éditeurs doivent également être producteurs. Au départ, on avait un monopole de la diffusion. On ne pouvait pas diffuser des programmes sans passer par nous collectivement. Hein. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Vous pouvez transmettre comme vous voulez par Internet des programmes audiovisuels. Dès lors qu'on n'a plus ce monopole, il faut nous permettre de produire. Et nous produirons en France. Nous avons de l'argent, nous avons des moyens, nous avons des talents et nous savons produire. Et donc, qu'on nous laisse la possibilité de produire. Quand on produit, je sais pas, on fait une collection de films Astérix qu'on exporte dans le monde entier, on met 25 millions par film, on prend beaucoup de risques. Ils ne rentrent pas dans mes quotas de production. C'est quand même anormal. J'ai une pénalisation, le fait de produire. On demande une chose simple, qu'avait compris le ministre de la Communication, nous semblait-il, il y a 1 an et demi, puisqu'il nous l'avait annoncé, c'est que quand on finance, on peut financer, produire et exploiter. Exploiter, ça veut dire vendre à l'étranger, ça veut dire mettre sur nos antennes, ça veut dire créer des services de SVOD, ça veut dire développer. Voilà. Et toute cette industrie de la création, soi-disant pour protéger quelques indépendants qui sont généralement des fonds d'investissement. Hein. Il faut quand même... c'est le grand mythe. Hein. Le grand mythe, c'est on va chercher, on trouve KKR. Hein. Bon, donc, je crois quand même qu'il est vraiment temps que ce qu'on fait pour les plateformes soit adapté à ce qui se fait dans ce qu'on appelle le décret TNT en France, c'est-à-dire qu'on récupère des droits internationaux, droits internes, quand on finance, et qu'on récupère la possibilité de distribuer, et qu'on récupère la possibilité d'exploiter, au-delà de, vous savez qu'on est limité à 42 mois, au-delà des 42 mois, des œuvres que nous avons financées. Alors, c'est simple. Et le décret peut être pris en 2 jours. Hein, parce que les rapports, hein, on nous dit, mais consultez, les rapports, moi je peux vous dire, une bibliothèque complète. Hein, et vous prenez le premier, il est aussi juste que le dernier, hein, c'est la même chose.
Donc, on a fait toutes les consultations, tous les rapports. Et là, il y a quelque chose, je me permets de dire, très hypocrite en disant, oui, mais entendez-vous avec le syndicat des producteurs? Évidemment, le syndicat des producteurs, il a une rente. Vous n'avez pas demandé à quelqu'un qui a une rente de l'abandonner. Donc, spontanément, il n'est pas favorable à l'abandonner. Donc, il crie d'orfraie dès qu'on le va. Donc, ça, c'est de la responsabilité du pouvoir public d'équilibrer et d'assurer l'avenir à ce que les grandes institutions, que ce soit le secteur public qui produit son feuilleton, que ce soit TF1 qui a Newen, ou que ce soit Studio Canal, ou nous avec SND et nos sociétés de production, on puisse mettre le turbo sur la production, et on va mettre le turbo sur la production. Ça, parce que c'est notre survie, notre avenir. On va faire plus de films de cinéma, on va faire plus de productions de fiction, mais aujourd'hui, si on ne peut pas les exploiter, on ne veut pas avoir un intérêt négatif, un malus. On a un malus par rapport aux plateformes. Voilà. On réclame d'avoir une égalité, pas un bonus, mais une égalité. Alors peut-être Gilles Pélisson sur ces questions qui avait demandé la parole, et puis ensuite non, mais Delphine. moi, je voulais exactement rebondir sur l'ensemble de ces points en disant, à la fois, on a deux paradoxes par rapport à ces géants mondiaux qui nous dépassent en taille, en capitalisation boursière. Enfin, je veux dire, à un moment, on est dans une course avec c'est plus que des géants. Certains les appellent les ogres. Mais qui sont vraiment des prédateurs et avec lesquels on a du mal à lutter, quoi. C'est-à-dire que nous, on fait 1, 2, 3 milliards à la bourse, un peu plus évidemment pour Canal et Vivendi, mais ces gens-là font 200 ou 1000 milliards. Enfin, quand on s'appelle Apple, c'est 1000 milliards, ou Amazon. Bon. Donc, à un moment, je veux dire, c'est une goutte d'eau de mettre 20 millions d'euros en France, ou 50 millions d'euros, c'est juste une goutte d'eau. Et donc, on se bat à la fois sur la publicité, comme le rappelait Nicolas, parce que quand on se bat contre Google Ads, contre Facebook Ads ou Amazon, ces gens-là n'ont pas de limite, etc. Et nous sommes très contraints. Et donc, on a tous ces champs sur permettez-nous d'avoir à peu près les mêmes règles du jeu sur la publicité, c'est-à-dire nos revenus essentiels. Il y a eu des allègements réglementaires qui ont été faits très sur la légers, publicité. je veux dire marginaux. Voilà, on a quand même regardé la télévision, la publicité adressée, on n'aura pas le droit de mettre l'adresse. Ils sont tellement désespérés que leur seule solution, c'est de récupérer la publicité du service public. C'est de dire dans quel traumatisme je reprends le fil. Donc simplement, on a ce paradoxe du point de vue revenu, et sur les contenus, donc sur l'alimentation de nos chaînes, on est effectivement dans ces contraintes et ces débats très français, puisqu'on a cette exception de la France où celui qui finance une œuvre n'en est pas propriétaire, et qui est évidemment une remise en question pour la filière, pour le secteur, etc. Moi, je dirais simplement, on voit avec la Newen, on a racheté une société belge, une société hollandaise, une société danoise. J'ai acheté une société aux États-Unis, au Canada, Real One. On n'est pas là sans rien faire. C'est-à-dire qu'on est en train de bâtir des groupes européens. Canal est certainement emblématique de ce point de vue-là, mais nous, on essaye, avec nos moyens, d'avoir un groupe, Newen, qui est très polyvalent. On voit bien la fertilisation croisée de ce qu'on disait, désormais les Européens, nous pour les Français, on a fait ce travail d'éducation. Sur Salto, moi j'étais très fier d'apporter El Embarcadero, qui est une fiction espagnole et qui est un inédit actuellement sur Salto. On voit cette ouverture d'esprit. Donc c'est pas comme si on restait à ne rien faire et en disant, bon ben nous, les télévisions historiques, on se bat pas. Non, on se bat comme des lions. On est très très présents. Mais à la fin de la journée, c'est vrai que se dire que si c'est pour faire rentrer, comme je le disais tout à l'heure, des gens qui ont des poches plus profondes, qui n'ont pas de fair play. Le fair play financier dans le football, c'est simplement pour qu'il y ait un club qui ne rachète pas tous les meilleurs joueurs et qui batte constamment les autres. Vous voyez à qui on peut penser. Quand Delphine parle des talents, c'est exactement ça. C'est-à-dire que si on met sous contrat exclusif pendant 3 ans, pendant 4 ans, nous, ça nous est arrivé avec certains acteurs de la fiction qui nous disent « Ah, écoute, je suis désolé, là, moi, je suis sous contrat Netflix, je privilégie, parce que les journées qu'on n'a que 24 heures, je privilégie ce que je fais avec Netflix. Désolé, la fiction TF1, elle va passer au second rang. » Bon, et ça nous arrive tous les jours. Et donc, à un moment, on est confronté à cette réalité-là. Et il faut que le gouvernement, on l'a vu sur Salto, on s'est battu, nous, et on se bat toujours. On a des contraintes parce qu'on est 3 acteurs essayant de faire un champion français. On pense qu'on est en train de réussir. Mais il faut voir les contraintes qu'on nous a mises. Et par rapport au timing dont parlait Maxime, il faut voir le temps que ça nous a pris pour élaborer ça, alors que là, vous avez 3 acteurs qui, a priori, essayent de faire un champion français, qui tous les jours sont peut-être en concurrence, entre guillemets, pour des audiences, mais là, on est en train d'essayer de se battre pour la filière française et les contenus francophones.
Et paradoxalement, il faut voir les contraintes administratives de concurrence et tout ça que l'on a comme entrave, qui, évidemment, à niveau de l'Europe, vous vous dites c'est surréaliste. On fait le jeu des Américains et des grandes plateformes. Delphine ? Oui, je rejoins pour aller tout à fait dans ce que dit Gilles. Moi, je voudrais insister sur le fait que pour lutter face à ces médias américains de main chinois, il ne faut pas se tromper, la bonne échelle, c'est l'Europe, c'est le continent européen. Et donc, je pense que nous, Français, même si en Europe, on est plutôt bien servis, c'est-à-dire cette fameuse exception culturelle qui n'est pas forcément d'ailleurs admise partout en Europe comme allant de soi. On préfère en Europe parler de diversité culturelle que d'exception culturelle. Mais néanmoins, je pense qu'il faut qu'on soit, nous, vigilants à avoir des réglementations qui se rejoignent en Europe. Je prends un exemple très simple. Entre services publics, il ne serait pas illogique, alors qu'on est européen, on s'entend, alors qu'on n'est pas du tout concurrent, qu'on puisse partager des contenus, qu'on puisse s'échanger des contenus. C'est, par exemple, ce que font les pays du nord de l'Europe dans une alliance qui s'appelle Norvision. Ça fait 50 ans qu'entre la Norvège, la Suède, le Danemark, ils ouvrent leur catalogue, ils disent « prends ce que tu veux » à l'autre. Parce qu'il y a une communauté de langues, il se trouve que les langues sont très très proches, ils se comprennent bien. Et donc ils se renforcent comme ça. Et c'est peut-être ce qui permet d'ailleurs à Wiley d'avoir réussi avec son offre gratuite, sa plateforme gratuite, de repasser devant Netflix. Parce qu'il y a la Finlande, mais il y a tout le soutien des autres pays. Or aujourd'hui, on a des régulations tellement différentes que on ne peut pas fonctionner complètement ensemble. Qu'est-ce qui t'empêche de prendre les programmes de la ZDF? Qu'est-ce qui t'empêche de les échanger? Parce que je n'ai pas le droit. Pourquoi tu n'as pas le droit? Mais moi, je peux les prendre. Je ne vois pas pourquoi tu ne pourrais pas les prendre. Non, mais on ne peut pas échanger. Pourquoi? C'est payé. Bon, on s'en reparlera. Bref, donc là où je voulais en venir, c'est que je pense qu'on aurait intérêt à un peu prendre la suite de ce qui est en train d'être proposé, notamment par le commissaire Breton, qui va présenter son Digital Market Act, sa data gouvernance dans les jours qui viennent, et à essayer de pousser l'exception culturelle française en faisant en sorte que la France ne soit pas une exception au mauvais sens du terme. Ouais. Voilà, c'est ça que je voulais dire, parce qu'on sait, c'est évidemment déjà le cas pour Canal, mais même pour nous, services publics, on sait que l'avenir, il est aussi dans l'alliance qu'on va pouvoir tisser entre nous en France, mais avec nos pairs en Europe. Et c'est que comme ça qu'on arrivera à être suffisamment fort, avec une taille de marché suffisamment importante pour résister à ce qui va encore nous arriver. Parce que je pense, sincèrement, qu'on n'a encore rien vu. Ça c'est mon opinion personnelle. Bruno ? Je voulais juste rajouter... pour être évidemment d'accord avec Delphine sur le côté européen. C'est-à-dire c'est quand même... Nous on fait ça toute la journée, c'est notre travail. Donc la ZDF, la RD, mais aussi les chaînes nord-européennes, maintenant l'Espagne et l'Italie. Et c'est quand même complexe. C'est-à-dire prendre des droits européens, c'est extrêmement complexe. C'est pas encore naturel. Faire circuler en Europe, ça, c'est pas encore naturel. Et donc effectivement, cet espace audiovisuel européen, il va falloir à un moment donné le créer. J'ai dit que c'est pas aussi simple que ça parce que évidemment les plateformes l'ont compris. Si vous prenez un exemple comme Borgen qu'on a toujours fait avec la DR, nous, donc la télévision danoise, on a perdu la 4e saison parce que Netflix est arrivé et a proposé un argent complètement fou et l'a pris en exclusivité. Donc quelque chose qui était coproduit par des télés européennes publiques est devenu aujourd'hui une copropriété, voire une propriété intellectuelle de Netflix. Donc encore une fois, c'est normal, chacun, et moi aussi je regarde beaucoup de programmes de Netflix, les mêmes que Maxime d'ailleurs, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une course contre la montre au niveau européen aussi pour créer cet espace audiovisuel. Alors moi je suis d'un avis un peu opposé, parce que nous on appartient à un groupe européen, donc on a beaucoup d'échanges entre nous. Il faut faire... C'est très difficile, vous êtes soit mondial, soit local. Mais c'est extrêmement difficile d'être au milieu des deux, pour les raisons qu'évoquait Delphine tout à l'heure. Et moi, je pense qu'il faut faire très attention, sous couvert d'Européens, de ne pas être fragile nationalement. Et donc, c'est pour ça que nous prenons des regroupements comme nous le faisons dans Salto. Nous, on aurait eu vocation, par exemple, il y a TV Now, qui est la plateforme payante de RTL, première chaîne privée allemande. On aurait pu s'associer, faire TV Now européen. Bon. Et pourquoi on ne l'a pas fait?
Parce que les problématiques d'audience, de concurrence, de droit, etc., ne sont pas du tout les mêmes en Allemagne que nous avons en France. Et paradoxalement, c'est associé avec un concurrent, ou deux concurrents, pardon, de compétiteurs, de collègues, pour faire salto, parce qu'on voulait être fort en France, et que s'associer avec TV Now en Allemagne nous aurait pas donné grand-chose. On le fait sur le plan de la technologie avec Gilles, en échangeant une technologie, parce que là, c'est neutre, il n'y a pas de droit, entre guillemets, intellectuel. On peut pas c'est beaucoup plus difficile sur le fort du programme. Et moi, je suis convaincu que si les opérateurs français sont pas très forts en France, ils se feront damer par les opérateurs internationaux. Et qu'il faut faire très attention. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas des coopérations européennes à faire, hein, mais qu'il faut faire très attention pour les raisons que tu indiquais, de difficultés, d'inégalité de concurrence. La ZDF, c'est pas France Télé, que c'est pas le Nord. Pour les raisons que tu indiquais, pourquoi vous avez été en compétition, parce qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui a choisi Netflix par rapport à vous. Mais par contre, qu'on fasse des alliances en France, à tout niveau, c'est absolument fondamental pour avoir un effet de taille. Alors Nicolas, justement sur ce point, des alliances en France à tout niveau, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut tout imaginer? Est-ce que vous prônez, parce que vous prenez des groupes forts, individuels forts, est-ce que ça veut dire que par exemple, ça pourrait faire sens d'avoir un seul groupe de télévision gratuite qui verrait s'unir TF1 et M6. Est-ce que c'est ça que vous sous-entendez? Est-ce que c'est le sens de l'histoire? On aura un petit monopole privé contre le service, enfin un service public et un petit monopole. Ça va pas être facile. Donc c'est pas. Non mais nous, pour le moment, en l'état actuel de la réglementation, c'est pas possible de marier les deux chaînes. Je rappelle qu'à un moment donné, avec succès, puisqu'on l'a revendu à Canal, on a fait TPS ensemble, y compris avec le service public. Aujourd'hui, on fait Salto. On a une plateforme technique où on va ouvrir cette plateforme technique à beaucoup d'autres opérateurs. Donc on essaye d'être pragmatique, de faire des alliances de manière pragmatique. Après, on verra en fonction de l'évolution de la réglementation européenne. De toute façon, aujourd'hui, la question ne se pose pas. La réglementation européenne ne le permet pas. Et la capacité surtout des autorités de concurrence à assimiler que, je ne sais plus, je crois que c'était ce que tu disais Bruno, la vieille télévision ou l'analyse de la télévision linéaire et de son marché pertinent, aujourd'hui n'a plus de sens. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand nous, on parle tous, je pense aujourd'hui, de total vidéo, c'est-à-dire ce mélange de la télévision linéaire et de la télévision non linéaire, donc le digital, c'est totalement fongible et c'est totalement mélangé. On parlait des usages tout à l'heure. Voilà, les consommateurs en sont là. Le problème, c'est qu'au niveau des analyses de concurrence, etc., on n'en est pas du tout là. Et à un moment, on le voit bien sur le marché du e-commerce, quand on dit est-ce que le concurrent de Fnac Darty, c'est son voisin de quartier ou est-ce que c'est plutôt Amazon? Ben non, le marché du e-commerce, on en a une démonstration avec le Covid, c'est d'abord le e-commerce. Et aujourd'hui, c'est comment on arrive à faire passer ces idées-là au niveau des gouvernements et au niveau des autorités de concurrence nationales ou à Bruxelles, pour dire, mais attendez, nous, notre monde, il a changé. Et donc, quand on se bat contre ces gens-là, soit sur la publicité, soit sur les contenus, notre marché pertinent, il est beaucoup plus large. Et donc ça, si on arrive à faire ça, effectivement qu'à ce moment-là, tout ce qui est projet de fusion ou de rapprochement peut devenir possible. Mais on a ces barrières-là ou cette pédagogie-là à faire. Prenons l'exemple de la pub. Oui, rapidement, sur la pub, vous avez par exemple, aujourd'hui, il y a la Convention citoyenne, il y a les projets de restrictions publicitaires. On sait très bien que ces restrictions publicitaires, on peut en penser ce qu'on en veut, hein, mais qu'elles s'appliqueront uniquement à nous et pas aux plateformes, qui auront les moyens absolus de les contourner. Donc on dit, nous, on ne demande pas d'aide. Hein, nos sociétés se développent, on fait de la production, les Français nous regardent, on est bon, et il n'y aura jamais 100% d'abonnés au service du SVOD. Aux États-Unis, ils en sont à 50, on est à 10 en France, donc ça va. Hein. Bon, simplement, ne nous mettez pas des règles qui nous pénalisent, encore une fois, un malus versus un bonus qu'on donne aux plateformes. Voilà, c'est tout ce qu'on dit. Ces règles doivent d'ailleurs encore évoluer. Le décret SMAT dont nous parlons est en consultation, il peut encore changer. Et la ministre a aussi prévu quand même, dans un deuxième temps, d'entendre les télévisions traditionnelles pour faire évoluer un autre décret. Oui, c'est des exemplaires qu'on a non, fait. C'est pour ça que je pense qu'il n'y a pas, il faut juste qu'on soit clair, il n'y a pas de sujet de compréhension en réalité. Je pense même pour l'autorité de la concurrence, il y a quand même beaucoup de progrès qui ont été faits. Nous, on en a été un peu victime à un moment donné. En général, ce n'est pas un sujet de compréhension. Le sujet, c'est un sujet d'exécution, de vitesse d'exécution. Absolument. Bien sûr. Très bien. Ce sera le mot de la fin alors, puisque
On a dépassé le temps. Merci à tous. Merci. Et puis, Merci beaucoup. À l'année prochaine, j'espère. Merci. Merci. Avec un décret.